C'était un mercredi soir ordinaire, lorsque j'ai commencé à remarquer qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Christine. Nous étions assis sur le canapé et regardions notre série préférée, mais elle semblait distante, plongée dans la lueur bleutée de son téléphone portable, plutôt que dans les événements qui se déroulaient à l'écran. Chaque fois que j'essayais d'engager la conversation, elle répondait par des monosyllabes, sans quitter son appareil des yeux. Dans les jours qui ont suivi, ces moments de distance se sont multipliés. Christine avait toujours été une femme dynamique, partageant les détails de sa journée avec une énergie contagieuse. Mais maintenant, elle parlait peu, et ses récits sur le travail étaient vagues, presque évasifs. J'ai commencé à remarquer d'autres petits changements. Elle changeait le mot de passe de son téléphone portable, plaçait l'appareil avec l'écran vers le bas. Un soir, alors qu'elle était sous la douche, un message s'est allumé sur l'écran de son téléphone, posé sur la table à manger. Il disait « J'ai hâte de te revoir ». Le nom de l'expéditeur n'apparaissait pas, juste un numéro inconnu. Mon cœur a sombré. Un mélange de confusion et de peur s'est emparé de moi. Au début, j'ai essayé de me convaincre qu'il pouvait s'agir d'une simple explication. Peut-être s'agissait-il d'un nouveau projet au travail dont elle ne pouvait pas parler. Ou peut-être préparait-elle une surprise pour notre prochain anniversaire de mariage. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Chaque rire qu'elle faisait au téléphone, chaque départ soudain, commençait à alimenter un soupçon douloureux dans ma poitrine. Ce sentiment a grandi, comme une ombre s'allongeant au fur et à mesure que le soir tombait, jusqu'à ce que je ne puisse plus l'ignorer. Je devais découvrir la vérité, mais j'étais terrifié par ce qu'elle pouvait révéler. C'était comme si, en tirant sur ce fil, je pouvais défaire tout le tissu de la vie que nous avions construite ensemble. Ce n'était que le début, et j'étais loin de me douter que ce voyage me transformerait complètement. Un samedi après-midi pluvieux, alors que Christine était au supermarché, j'ai décidé de faire un grand ménage dans la maison. L'idée était de m'occuper l'esprit, mais la vérité était que je cherchais aussi un peu de clarté dans les petits espaces partagés de notre vie commune. C'est en rangeant la bibliothèque du salon que j'ai trouvé une petite enveloppe, brune, cachée derrière des albums photos. La curiosité l'a emporté sur l'hésitation et, les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte d'hôtel et un mot écrit d'une écriture élégante qui n'était pas celle de Christine. « J'attends avec impatience notre prochaine rencontre. Toujours à toi, J. » Le poids des mots était écrasant. J'ai senti l'air manquer dans mes poumons, un bourdonnement dans mes oreilles, étouffant le bruit de la pluie à l'extérieur. La réalité de la trahison de Christine, brutale et indéniable, était là, entre mes mains. Je me demandais combien de rendez-vous avaient déjà eu lieu sous le voile de mensonges qu'elle avait habilement tissé. Le sentiment de trahison était étouffant. Les murs de la pièce semblaient se refermer sur moi. À ce moment-là, assis sur le sol froid, la carte de l'hôtel à la main, tout a changé. La vie que je pensais mener s'est effondrée, laissant place à un nouveau chapitre sombre, marqué par la douloureuse certitude que rien ne serait plus jamais comme avant. Je devais affronter Christine, mais il me fallait d'abord un plan. À partir de ce moment, j'ai su que la vérité n'était que le début d'un long voyage fait de révélations et de décisions. Le ciel était rempli de nuages gris, à l'image de la tempête qui faisait rage dans mon cœur.
Christine est arrivée à la maison avec un léger sourire, portant des sacs de course, inconsciente du chaos qui l'attendait à l'intérieur de la maison. Après avoir rangé les objets dans la cuisine, elle m'a trouvé dans le salon, où j'avais laissé la carte d'hôtel sur la table basse, la note à côté. Son sourire s'est effacé lorsqu'elle a vu l'enveloppe. Elle a levé les yeux pour rencontrer les miens, emplis d'une froideur que j'ai eu du mal à reconnaître. « Qu'est-ce que c'est ?» Christine demande, la voix légèrement tremblante, le sourire forcé disparaissant de ses lèvres. Ma voix était calme, mais chaque mot portait le poids de mon cœur brisé. Elle hésite, regarde la carte, puis moi, mesurant les conséquences de ses prochains mots. Christine s'est assise, a pris le temps de respirer profondément, puis a commencé à parler. « J'ai rencontré quelqu'un », commence-t-elle, en évitant mon regard. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu. C'est arrivé comme ça. Et avant que je m'en rende compte, j'étais allé trop loin pour revenir en arrière. Sa voix était un murmure, les mots coupés par l'émotion. J'ai demandé, avec un calme que je ne ressentais pas, « Qui est-ce, Christine ?» « Un collègue de travail, » avoue-t-elle, en me faisant enfin face. « Il s'appelle John. Je sais que j'aurais dû te le dire avant, j'aurais dû finir avant de commencer. Mais son aveu rend l'air encore plus lourd, saturé de trahison et de déception. L'image de la femme que je pensais avoir épousée s'est effondrée sous mes yeux, remplacée par une inconnue dont la vie secrète se déroulait maintenant devant moi. J'ai demandé. Et maintenant? La voix brisée par le chagrin et l'incertitude de ce qui allait suivre. Christine a baissé les yeux, des larmes commençant à se former au coin de ses yeux. « Je ne sais pas, » a-t-elle marmonné. « Je ne sais vraiment pas. » À ce moment-là, j'ai compris que le fossé qui nous séparait était devenu trop grand pour être franchi. La confrontation, bien qu'éclairante, n'était que le prélude à des décisions plus douloureuses auxquelles nous devrions faire face. La vérité avait éclaté, et avec elle, la fin de notre monde tel que nous le connaissions. Cette nuit-là, après que Christine se soit endormie, j'ai erré dans la maison sombre et silencieuse, chaque pièce rappelant les souvenirs que nous avions partagés. Les murs, autrefois symboles de sécurité et d'amour, semblaient maintenant m'étouffer avec la trahison nouvellement révélée. Avec un mélange de colère et de détermination, je me suis assise à la table de la cuisine, avec pour seul bruit le tic-tac de l'horloge et les battements irréguliers de mon cœur. L'ordinateur portable ouvert devant moi, j'ai commencé à esquisser un plan. Je ne pouvais pas laisser la trahison de Christine impunie, ni la laisser se sortir de cette situation sans assumer les conséquences de ses actes. J'ai pensé à toutes les nuits que j'avais passées à m'inquiéter, à me demander ce qui n'allait pas, alors qu'elle vivait dans le mensonge. Cette pensée a alimenté ma résolution. Tout d'abord, j'ai décidé qu'il me fallait des preuves concrètes de son infidélité, quelque chose d'irréfutable. J'envisageais d'engager un détective privé, quelqu'un capable de se déplacer dans l'ombre et de capturer les rencontres clandestines de Christine sans se faire remarquer. Grâce à ces preuves, je pourrais m'assurer que la procédure de divorce se déroule en ma faveur, en lui laissant le moins possible. Je me suis donc concentré sur l'aspect financier. J'ai passé en revue nos comptes bancaires communs, nos investissements et nos autres actifs. J'ai décidé de transférer la plupart de ces ressources sur un compte à mon seul nom,
avant qu'elle ne puisse en réclamer une part significative. Chaque clic de souris était un geste calculé, une façon de reprendre le contrôle de la situation. Enfin, j'ai pensé à sa réputation. Je connaissais les personnes importantes de sa vie professionnelle et personnelle. Avec les preuves en main, je pouvais discrètement influencer leur perception d'elle en révélant la Christine que je connaissais maintenant. Je le ferais avec précaution, en semant le doute là où il serait le plus préjudiciable. Au fur et à mesure que le plan prenait forme, une partie de moi s'est mise à trembler, effrayée par la noirceur du chemin que je choisissais. Cependant, le sentiment de trahison, si brut et si puissant, supprima toute hésitation. Ma décision était prise. Si Christine choisissait de jouer ce jeu dangereux, je montrerais que je savais aussi jouer. Et non seulement je jouerais, mais je ferais en sorte qu'elle n'oublie jamais les règles qu'elle avait enfreintes. Le lendemain matin, avec le plan de vengeance gravé dans mon esprit, je savais que j'avais besoin d'alliés. Ma première démarche a été d'organiser un café avec mon vieil ami Laurence. Nous nous connaissions depuis l'université et partagions plus de souvenirs et de secrets que je ne pouvais en compter. S'il y avait quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance pour me soutenir dans cette période troublée, c'était bien lui. Nous nous sommes rencontrés dans un café discret, à l'abri des regards familiers. Lawrence a tout de suite remarqué le sérieux de mon visage. Dès que nous nous sommes assis, j'ai tout déballé, voyant son expression passer de la confusion au choc, puis à l'indignation. « Mitch, c'est de la folie. Comment a-t-elle pu faire ça ?» Laurence a parlé avec ferveur, sa loyauté enflammant sa colère. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» J'ai expliqué que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à garder la tête froide, pour me conseiller, et, peut-être plus important encore, pour m'aider à enquêter discrètement sur l'amant de Christine. Lawrence n'a pas hésité et a accepté d'utiliser ses contacts pour recueillir des informations qui pourraient être utiles. L'étape suivante consistait à trouver un avocat, quelqu'un de spécialisé dans les divorces compliqués et qui n'avait pas peur de se lancer dans des batailles difficiles. En faisant des recherches et en demandant des recommandations, j'ai trouvé le nom d'Alma Welch, une avocate qui avait la réputation d'être aussi astucieuse qu'impitoyable. J'ai pris rendez-vous au cabinet d'Alma, un environnement aussi élégant qu'intimidant. Alma m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un regard évaluateur. Je lui ai exposé la situation, lui montrant les preuves que j'avais déjà rassemblées. Sa posture était celle d'un prédateur évaluant sa proie. « Monsieur Buck, nous allons faire en sorte que vous vous sortiez de cette situation de la manière la plus avantageuse possible, » a-t-elle déclaré avec assurance, en exposant une stratégie qui non seulement me protégerait sur le plan juridique, mais me mettrait également en position de force lors des négociations du divorce. J'ai quitté le bureau d'Alma avec un étrange mélange de soulagement et de lourdeur. Avec Lawrence et Alma à mes côtés, je disposais d'un réseau de soutien qui non seulement comprenait la complexité de la situation, mais était également prêt à agir. La bataille sera rude, mais je ne serai pas seul. Toujours sous le couvert d'un matin couvert, j'ai suivi le conseil d'Alma et j'ai cherché un détective privé réputé pour son efficacité et sa discrétion. Le nom de Joe McGinnis revenait souvent dans mes recherches et mes recommandations. Ancien policier, Joe avait l'expérience et l'astuce nécessaires
pour gérer des situations délicates comme la mienne. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau, un espace fonctionnel, rempli d'écrans et de photos d'anciennes affaires ornant les murs. Joe m'accueillit avec une poignée de main ferme, ses yeux perçants, essayant de lire mes intentions, avant même que nous nous soyons assis. « Qu'est-ce que tu cherches exactement ?» me demanda-t-il dès que nous fûmes installés. Avec un soupir, j'ai exposé les détails sordides de mon mariage qui s'effondrait en mentionnant la carte d'hôtel et le comportement changeant de Christine. Joe écoutait, hochant de temps en temps la tête sans m'interrompre. Lorsque j'ai terminé, il n'a exprimé ni surprise, ni pitié, juste l'acceptation calme de quelqu'un qui a vu un peu de tout. « Je vois. Vous voulez une preuve concrète de l'infidélité, quelque chose qui ne laisse aucune place au doute, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé, et Joe a commencé à exposer son plan. Il utiliserait une combinaison de surveillance physique et numérique. Des caméras discrètes, le suivi des véhicules et, surtout, l'exploitation des médias sociaux et des communications numériques. Les gens oublient souvent à quel point ils laissent des traces numériques, a-t-il expliqué. Nous nous sommes mis d'accord sur les détails, en discutant des horaires, des habitudes de Christine et des risques potentiels. Joe a insisté sur les aspects légaux de la procédure en veillant à ce que toutes les preuves soient obtenues, sans enfreindre la loi, et en préservant leur recevabilité devant les tribunaux. Avant de me dire au revoir, il m'a jeté un dernier regard sérieux. « Mitch, ce genre de travail peut faire ressortir plus que ce à quoi on s'attend. Êtes-vous prêt à faire face à ce que nous trouverons ?» J'ai dégluti, reconnaissant la réalité de cet avertissement. « Oui, » ai-je répondu, même si une partie de moi tremblait à l'idée de ce que cette enquête approfondie pourrait révéler sur la femme avec laquelle je partageais ma vie. En quittant le bureau de Joe, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. La roue était en marche. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que les vérités cachées ne soient révélées, et je devais être prêt à les affronter, quelles qu'elles soient. L'enquête était en cours, et tandis que Joe travaillait dans l'ombre, je commençais à tisser ma propre toile d'influence, visant à déstabiliser le monde de Christine de manière calculée. Le premier mouvement exigeait subtilité et précision, car il concernait son lieu de travail, un environnement où sa réputation semblait intouchable. Par l'intermédiaire de Lawrence, qui avait des contacts dans le secteur d'activité de Christine, j'ai obtenu l'adresse électronique d'un de ses collègues, que je savais à la fois influent et enclin au ragot. La ligne à suivre était très fine, car toute erreur pouvait m'exposer, ou, pire, provoquer la fermeture complète de Christine. Par un après-midi tranquille, j'ai préparé un courriel anonyme. Le message était concis, indiquant que Christine était peut-être impliquée dans une liaison extra-conjugale qui affectait ses performances et son éthique de travail. Je n'ai pas donné beaucoup de détails, juste assez pour semer le doute et susciter l'intérêt. Je savais qu'une fois la graine plantée, la curiosité et l'engouement des collègues feraient le reste. Après avoir envoyé le courriel, j'ai suivi de loin les effets de cette première initiative. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'atmosphère change dans le bureau de Christine. Lawrence, toujours un allié fiable, m'informait des conversations autour des fontaines à eau et des regards interrogateurs dans sa direction.
l'efficacité de la rumeur a été amplifiée par la nature même de l'environnement de l'entreprise, où les apparences et la réputation jouent un rôle crucial. Pendant ce temps, Joe me donnait régulièrement des nouvelles. Les premières preuves d'infidélité ont commencé à arriver. Photos, enregistrements audio et journaux de messages textuels, qui, s'ils ne sont pas absolument accablants en eux-mêmes, forment un tableau convaincant lorsqu'ils sont combinés aux doutes semés dans son travail. À chaque étape, j'ai ressenti un mélange de satisfaction et de dégoût d'être si profondément impliqué dans ce jeu de manipulation et de vengeance. Chaque action qui déstabilisait Christine m'éloignait aussi de l'homme que j'avais été. Cependant, poussé par un sentiment de profonde trahison, j'ai continué, fermement décidé à faire en sorte qu'elle assume les conséquences de ses actes, quel qu'en soit le prix. Au fil des semaines, la vie soigneusement construite de Christine a commencé à s'effondrer, morceau par morceau. Les graines de méfiance que nous avions plantées dans son environnement de travail ont commencé à germer en une récolte empoisonnée de ragots et d'isolement. Les collègues qu'il avait accueillis avec le sourire ne lui offraient plus que des regards froids et des murmures étouffés lorsqu'il passait devant son bureau. Les invitations à des déjeuners de travail et à des conférences importantes ont mystérieusement cessé d'arriver dans sa boîte de réception. Entre-temps, Joe avait constitué un dossier substantiel, documentant non seulement les réunions secrètes de Christine avec son amant, mais capturant également les échanges de messages qui détaillaient la profondeur de leur implication émotionnelle. Avec ces munitions en main, j'ai décidé qu'il était temps de faire monter la pression. Par un matin froid et nuageux, j'ai envoyé des colis anonymes à des personnes influentes du réseau professionnel de Christine. Ils contenaient des copies des messages les plus compromettants et certaines des photos les plus incriminantes. Les documents étaient accompagnés d'une simple note. On pense que le caractère d'une personne se reflète dans ses actions lorsqu'elle pense que personne ne la regarde. Les répercussions ont été immédiates et dévastatrices. En l'espace de quelques jours, le scandale est passé de l'ombre des couloirs murmurants de son bureau à la lumière brûlante des projecteurs de la société. Les blogs spécialisés et les pages d'actualité locale ont commencé à relater la chute d'une étoile montante du monde de l'entreprise. Christine, autrefois candidate à de grandes promotions et à la reconnaissance, faisait désormais l'objet de discussions prudentes sur l'éthique et l'intégrité professionnelle. Sur le plan social, les amis ont commencé à prendre leur distance. Chaque invitation et chaque rendez-vous annulé, ajoutant du sel à la plaie ouverte de sa dignité. Les invitations à des manifestations caritatives et à des événements communautaires où elle avait brillé par le passé ont été discrètement retirées. Dans un monde où la réputation est une monnaie d'échange, Christine s'est retrouvée brusquement en faillite. En la regardant de loin, j'ai ressenti un mélange complexe de triomphe et de tristesse. À chaque nouvelle annonce de sa disgrâce, une partie de moi se réjouissait de voir la justice rendue, tandis qu'une autre partie regrettait la nécessité de cette révélation brutale. J'avais commencé ce voyage en cherchant à équilibrer ma propre douleur. Mais, à mesure que la vie de Christine s'effondrait, j'ai commencé à m'interroger sur le prix de la vengeance. Cependant, avec un cœur endurci par la trahison, j'ai continué dans ma détermination, regardant les conséquences de ses choix se déployer sur un public impitoyable.
Le studio de l'avocat était baigné d'une lumière matinale froide et bleutée lorsque nous nous sommes assis pour discuter de la stratégie finale du divorce. Alma Welch, toujours incisive et implacable, feuilletait le dossier, rempli de preuves, que Joe avait rassemblées, son visage reflétant une satisfaction calculée. Nous avons plus qu'il n'en faut pour assurer une victoire décisive, commence Alma, en montrant les photographies et les transcriptions de messages qui couvrent la table devant nous. Ces éléments ne prouvent pas seulement l'infidélité, ils mettent également en évidence un comportement qui aura une incidence sur la répartition des biens et sur la décision relative à la garde des enfants, le cas échéant. Au début de la procédure de divorce, Christine semblait encore croire qu'elle pourrait négocier ou minimiser les conséquences. Cependant, chaque séance du tribunal l'a progressivement débarrassée de cette illusion. J'ai présenté les preuves, une par une, à chaque audience, en regardant la couleur de son visage pâlir à mesure qu'Alma articulait méticuleusement l'impact de chaque acte de trahison sur notre vie de couple. Alma a utilisé les preuves non seulement pour attaquer la position de Christine, mais aussi pour renforcer la mienne. Elle a fait valoir l'impact dévastateur des actions de Christine sur ma santé mentale et mon bien-être, et en a fait un levier pour augmenter ma part des biens divisés. Étant donné les dommages émotionnels évidents et l'abus de confiance, il n'est que juste que M. Buck soit indemnisé, déclare Alma, tandis que le juge acquiesce en prenant des notes. Les conséquences juridiques pour Christine deviennent tangibles et sévères, chaque révélation judiciaire l'isolant un peu plus. En fin de compte, le juge décrète un divorce remarquablement défavorable à Christine. Elle a perdu la plupart de ses droits sur nos actifs financiers et nos biens, ne conservant qu'un petit pourcentage qui lui permettait à peine de maintenir le style de vie auquel elle était habituée. On ne pouvait lire sur son visage ni soulagement, ni victoire, mais seulement la sinistre réalisation que ses choix avaient des conséquences irrévocables. En quittant le tribunal ce dernier jour, avec le jugement final en main, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de remords. J'avais gagné, oui, j'avais protégé tout ce qui m'était précieux. Mais à quel prix? La guerre était gagnée. Mais en regardant les décombres du champ de bataille, qu'était notre mariage, je ne pouvais m'empêcher de me demander si l'un de nous deux en était vraiment sorti victorieux. À la veille du jugement de divorce, j'avais encore une carte dans ma manche, une dernière pièce du puzzle complexe de la vengeance que j'avais méticuleusement mise en place. Les semaines de planification et d'exécution m'avaient amené à ce moment critique, et j'étais déterminé à faire en sorte que Christine ne puisse plus revenir en arrière. Les preuves accumulées par Joe, le détective privé, avaient été dévastatrices, mais je savais que pour sceller complètement le destin de Christine, j'avais besoin de quelque chose qui résonnerait non seulement avec le juge, mais qui aurait aussi un écho public, affectant la perception de son caractère par tout le monde. Ce soir-là, après un dernier examen des documents avec Alma, mon avocate, j'ai donné le coup de grâce. Nous avons envoyé un dossier détaillé à la presse locale, contenant non seulement les preuves de l'infidélité, mais aussi les preuves des manipulations financières que Christine avait essayé de cacher, même à moi. Le rapport a été méticuleusement préparé pour mettre en évidence le fait que ces actions n'étaient pas seulement des fautes morales, mais aussi des violations juridiques qui pouvaient avoir
des répercussions au-delà de notre divorce. Le dossier était accompagné d'une note explicative décrivant comment Christine avait utilisé les fonds de l'entreprise pour financer ses réunions secrètes, un détail qui, nous le savions, attirerait l'attention non seulement du public, mais aussi de ses employeurs. Le lendemain matin, lorsque Christine est entrée dans la salle d'audience, il était clair que la nouvelle était parvenue à ses avocats et à elle-même. Son attitude habituellement confiante a été remplacée par une tension visible, et ses yeux ont cherché frénétiquement à comprendre l'ampleur du désastre qui se déroulait autour d'elle. Pendant le procès, Alma a utilisé toutes les fuites d'informations pour renforcer notre position. Elle a argumenté non seulement sur l'infidélité et l'impact émotionnel qu'elle a causé, mais elle a aussi souligné la gravité des manipulations financières de Christine, les présentant comme des actions préméditées qui ont mis en péril la stabilité financière de notre ménage. Le juge, qui penchait déjà en faveur de mes revendications en raison des preuves convaincantes présentées précédemment, a estimé que les nouvelles preuves constituaient une raison suffisante pour remettre en question non seulement l'intégrité de Christine, mais aussi sa capacité à gérer des ressources financières partagées, quelles qu'elles soient. Le coup de grâce ayant été donné, l'issue du procès n'a pas seulement été une victoire juridique pour moi, mais un démantèlement complet de la vie que Christine avait connue. Elle a perdu beaucoup en termes financiers, professionnels et sociaux. Un résultat que j'ai obtenu grâce à une combinaison de planification stratégique et d'exécution impitoyable. Alors que je quittais la salle d'audience, sentant le poids de chaque décision que j'avais prise tout au long de ce processus douloureux, j'ai réfléchi à la nature corrosive de la trahison et de la vengeance. Bien que j'ai remporté la victoire, le goût en était incontestablement amer. La salle d'audience était plongée dans un silence tendu lorsque nous sommes entrés pour le jugement final de divorce. Les hautes fenêtres projetaient des faisceaux de lumière qui traversaient l'air chargé de la pièce, illuminant la poussière qui dansait silencieusement dans l'espace qui nous séparait. Les visages des personnes présentes, mélange de curiosité et de solennité, se sont tournés vers moi lorsque j'ai pris place, chaque pas résonnant contre le parquet en bois verni. Christine était déjà assise, la posture rigide, les yeux fixés sur la table devant elle, évitant mon regard. Le bruit léger des conversations cessa lorsque le juge entra, sa robe noire ondulant derrière lui, apportant un silence immédiat dans la pièce. Le juge s'assit avec une gravité qui reflétait le sérieux de ce qui allait être décidé. Il passa brièvement en revue les documents posés sur son bureau, ses yeux parcourant rapidement les pages remplies de preuves et de témoignages qui allaient façonner le destin de deux étrangers qui avaient autrefois partagé une vie commune. Alma, mon avocate, a été la première à prendre la parole. De sa voix claire et assurée, elle a commencé à tisser le récit final de notre argumentation, en soulignant non seulement l'infidélité de Christine, mais aussi ses répercussions financières et émotionnelles sur notre union. Elle a présenté les preuves sans relâche, chaque point étant un clou dans le cercueil du mariage que nous avions autrefois célébré. Lorsque ce fut le tour de Christine et de son avocat, il y eut une tentative désespérée d'atténuer les dommages, de présenter leurs actions sous un jour plus sympathique.
Mais ces tentatives ont semblé bien faibles face à la montagne de preuves, et leurs paroles ont semblé s'évaporer avant même d'arriver aux oreilles du juge. Après les plaidoiries, le silence s'est emparé de la salle d'audience, tandis que le juge réfléchissait, son regard passant de l'un à l'autre. Enfin, avec l'autorité que lui confère sa position, il a commencé à parler, d'une voix ferme et décidée. Il a déclaré que les preuves étaient concluantes et que les actions de Christine avaient non seulement violé la confiance fondamentale du mariage, mais avaient également imposé un préjudice financier important à moi, qui ne partageait pas seulement une maison avec elle, mais une vie. Le juge a prononcé le divorce en ma faveur, m'accordant une part substantielle de nos biens communs et fixant des conditions qui reflétaient la gravité des transgressions de Christine. Lorsqu'il a rendu sa décision, le son du marteau a résonné dans la salle d'audience, marquant non seulement la fin du procès, mais aussi la fin d'un chapitre tumultueux de ma vie. Alors que je quittais la salle d'audience, sentant le poids de la victoire juridique et les cicatrices invisibles qu'elle laissait derrière elle, j'ai réfléchi au parcours qui m'avait amené là. La bataille avait été gagnée, certes, mais le chemin que j'avais parcouru n'avait pas été sans perte. La victoire avait sa saveur, mais elle était complexe et amère, pleine de leçons sur l'amour, la trahison et les conséquences douloureuses des deux. Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée à travers les fenêtres de mon nouvel appartement, tandis que je contemplais la ville en contrebas, dont les lumières commençaient à s'animer à l'approche de la nuit. La brise fraîche du soir soufflait, apportant avec elle la promesse d'un nouveau départ et la douce liberté de la solitude. J'étais seul, mais pour la première fois depuis longtemps, cet isolement ressemblait plus à une libération qu'à une solitude. Assis sur le balcon, je réfléchissais au parcours tumultueux de ces derniers mois. La découverte de la trahison de Christine, le bouleversement émotionnel du divorce et la vengeance calculée qui, bien que satisfaisante dans sa conclusion, a laissé un résidu amer de cynisme dans mon cœur. Je me demandais, en regardant la ville en contrebas, si je pourrais un jour faire à nouveau pleinement confiance à quelqu'un, ou si les ombres de ces jours sombres coloreraient toujours les relations futures d'une encre de méfiance. Cependant, malgré les cicatrices, je sentais une énergie renouvelée pulser dans mes veines. La vie s'ouvrait devant moi, un vaste champ de possibilités inexplorées. Pour la première fois depuis des années, j'avais le contrôle total de mon destin, libéré des réseaux de déception qui avaient obscurci ma vision. J'ai décidé qu'il était temps de réinvestir en moi-même et dans mes passions longtemps négligées. Je prévoyais de reprendre mes cours de peinture, une vieille passion qui avait été mise de côté pendant les années de mon mariage. J'ai également commencé à esquisser des plans pour des voyages que j'avais indéfiniment reportés. Des endroits que j'avais toujours voulu explorer, mais que je n'avais jamais eu la liberté ou la compagnie de visiter. Au travail, des opportunités ont commencé à se présenter. Ma clarté et ma concentration retrouvées m'ont permis d'entreprendre des projets plus ambitieux, et mes collègues ont remarqué un changement dans mon approche et mon ambition. C'était comme si, en refermant le livre douloureux de mon mariage, j'en avais ouvert un nouveau, plein de chapitres à écrire. Alors que la nuit s'épaississait et que les étoiles commençaient à briller, j'ai senti un sentiment de paix s'installer en moi. Oui, il y avait eu des pertes,
Et oui, la douleur était réelle et parfois écrasante. Mais il y avait aussi de l'apprentissage et de la croissance. J'en sortais non seulement intact, mais renforcé, plus sage et avec une meilleure appréciation de la complexité du cœur humain. Et tandis que je planifiais mon avenir, avec la vaste nuit urbaine qui s'étendait devant moi, j'ai réalisé que chaque fin n'est que le prélude d'un nouveau départ. Demain serait un autre jour, le premier d'une longue série, dans une nouvelle vie que je choisirai avec sagesse et courage, construite non pas sur les ruines du passé, mais sur l'espoir de ce qui est à venir. Alors que la nuit se déroulait dans une tapisserie d'ombre et de lumière, le calme de ma nouvelle vie commençait à s'installer autour des contours encore frais d'une existence reconstruite. Le chemin parcouru depuis la découverte de la trahison de Christine jusqu'au jour où j'ai enfin pu dire que ma vie m'appartenait à nouveau a été marqué par de nombreuses leçons, certaines apprises dans la douleur, d'autres dans la rédemption. La plus grande leçon, peut-être, a été de réaliser que la vengeance, aussi douce qu'elle puisse paraître dans le feu de l'action, a un prix. Elle peut offrir une solution temporaire, un soulagement passager, mais le coût émotionnel est un fardeau qui continue à peser lourd longtemps après que justice a été rendue. J'ai appris que la véritable force ne réside pas dans la manière dont on peut s'accrocher au passé, mais dans la bravoure avec laquelle on peut s'en défaire. J'ai également découvert que la résilience ne consiste pas seulement à survivre, mais aussi à trouver un moyen de s'épanouir. L'adversité a une façon unique d'affiner nos valeurs, de nous apprendre à apprécier ce qui compte vraiment et à nous débarrasser de ce qui ne sert plus. À chaque défi relevé, à chaque obstacle surmonté, je me suis retrouvé non seulement plus sage, mais aussi avec un cœur plus ouvert aux possibilités d'un nouveau départ. Aujourd'hui, en partageant cette histoire, je vous invite, en tant que spectateur, à réfléchir aux batailles auxquelles vous êtes confrontés. Il peut être tentant de suivre la voie de la vengeance, de répondre à la trahison par la trahison. Cependant, je vous demande d'envisager le chemin le moins fréquenté, celui de la compréhension et du pardon. Non pas parce que ceux qui nous ont blessés le méritent, mais parce que nous méritons la paix. La véritable victoire ne se trouve pas dans une salle d'audience, mais en nous-mêmes, dans le calme d'un esprit qui n'est plus tourmenté par l'amertume. Puisse cette histoire servir non seulement de mise en garde, mais aussi de lueur d'espoir. Parce que chaque fin, aussi douloureuse soit-elle, est aussi le début de quelque chose de nouveau. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler toutes les tempêtes que la vie nous réserve, mais nous pouvons choisir la manière dont nous les traversons. Et c'est dans ce choix que se forge notre véritable liberté. Alors, tandis que la ville s'endort et que les étoiles brillent de promesses de nouvelles aventures, je referme ce chapitre, reconnaissant pour les dures leçons apprises et impatient de voir poindre un nouveau jour.